Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler de la dispersion relative. Donc comme on avait vu dans la vidéo d'introduction, la dispersion relative, ça concerne le coefficient de variation et le coefficient interquartile. Donc voici la méthode qui est issue de la fiche que vous pouvez télécharger, le lien est en description comme d'habitude. Et cette méthode, on l'appliquera avec un exemple qui est celui-ci. Alors dans un premier temps, à quoi sert la dispersion relative? Autrement dit, à quoi servent le coefficient de variation et le coefficient interquartile? Et bien en fait, ils sont utiles pour comparer plusieurs dispersions. Donc en gros, quand on a deux dispersions et qu'on veut les comparer, ben le mieux c'est d'utiliser un de ces deux coefficients. Donc c'est d'utiliser en fait finalement la dispersion relative. Alors maintenant, je vous propose qu'on parle de la formule générale de la dispersion relative. En fait, c'est tout simplement la dispersion absolue divisée par la valeur centrale. Autrement dit, par exemple pour le coefficient de variation, donc qui est une mesure de dispersion relative, rappelez-vous, c'est comme on a vu dans la vidéo d'introduction, c'est la moyenne et l'écart type. Donc la dispersion absolue, c'est l'écart type, la valeur centrale, c'est la moyenne. Le coefficient interquartile, qu'on appelle aussi écart interquartile relatif, mais on utilise plus souvent le terme quand même coefficient interquartile, et bien celui-ci, on le calcule comment? Donc la dispersion absolue, c'était Q3 moins Q1, donc c'était en fait les quartiles, on va soustraire le troisième quartile par le premier quartile, et on divise par la valeur centrale, qui est la médiane. Et pour rappel, la médiane et les quartiles, ils sont très reliés. Maintenant, une fois qu'on aura calculé le coefficient de variation ou le coefficient interquartile, ce qui est très important, c'est son interprétation. Alors là, juste pour aller un peu plus vite, j'ai écrit que dispersion relative égale dispersion absolue sur valeur centrale, j'ai écrit R égale A sur C. Donc en fait, A, autrement dit, la dispersion absolue, elle représente R%, donc elle représente un certain pourcentage, qui est le pourcentage de dispersion relative, de la valeur de C, donc qui est de la valeur centrale. Et un deuxième truc à remarquer, c'est donc que plus ce coefficient est grand, et plus la série va être hétérogène. Alors je vous propose qu'on fasse l'exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Alors cet exemple, toutes ces valeurs-là, on les avait calculées dans les vidéos précédentes, donc vous pouvez vous y référer si vous voulez voir comment on a trouvé ces valeurs. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va calculer le coefficient de variation V et le coefficient interquartile que j'ai noté petit c indice i, comme ça. Alors petite remarque, notre série ici, on va dire qu'elle s'appelle x, c'est pour ça qu'on a x bar, sigma de x, etc. Donc là, je vais ajouter en indice un petit x, et là, un petit x aussi. Du coup, le coefficient de variation, à quoi il est égal? Donc il est égal à sigma sur la moyenne. Ici, sigma vaut 1,92 et la moyenne vaut 14,54. Donc je fais 1,92 sur 14,54. Et si je fais ce calcul, à la fin, je trouve 0,132. Donc notre coefficient de variation, il vaut 0,132. Maintenant, si je calcule le coefficient interquartile, alors je vais faire le calcul en dessous pour qu'on voie bien. Donc le coefficient interquartile, à quoi il est égal? Donc Q3 moins Q1 divisé par la médiane, autrement dit 15,72 moins 13,13 et le tout divisé par 14,5. Donc si je fais ce calcul, à la fin, je trouve 0,179. Alors une petite remarque, ces coefficients de variation et interquartile, ils n'ont pas d'unité. Pourquoi? Regardez, si on prend ce coefficient-là, là j'ai des minutes, là j'ai des minutes, je divise des minutes par des minutes, donc je n'ai pas d'unité. Donc pas d'unité pour celui-ci et pas d'unité pour celui-ci non plus. Et du coup, c'est ça qui est cool, c'est que quand on fait cette dispersion, étant donné qu'on obtient un truc sans unité, c'est un coefficient, donc on va pouvoir le comparer par rapport à une autre série. Et ça, comparer deux séries entre elles, on va le faire juste après. D'abord, on va vite fait parler de l'interprétation de ce résultat. Donc là, on a que notre valeur absolue 1,92, elle représente 13,2% de 14,54. Donc la dispersion autour de la moyenne, elle est de environ 13%. On peut dire ça comme ça, en gros. Mais le plus intéressant avec la dispersion relative, c'est de comparer avec une autre distribution. Donc pour ça, là, on avait Axel qui va au conservatoire. En fait, ce qu'on nous a pas dit aussi, c'est qu'on avait Anna qui habite ailleurs et qui va au conservatoire aux mêmes horaires que lui. Et elle aussi, à chaque fois qu'elle fait un trajet pour aller jusqu'au conservatoire, elle mesure son temps de trajet. Donc c'est un peu comme Axel finalement. Donc lui, Axel, il y avait 7 trajets pendant lesquels il prenait entre 10 et 12 minutes, 28 trajets où il prenait entre 12 et 14 minutes. Elle, Anna, du coup, vu qu'elle habite ailleurs, elle a d'autres valeurs. Il y a 2 trajets où elle prenait entre 10 et 12 minutes, 12 trajets où elle prenait entre 12 et 14 minutes, etc. Et du coup, on aimerait bien comparer la dispersion relative de ces deux séries. Bon, je suis d'accord, en pratique, c'est pas quelque chose qu'on ferait tous les jours, mais on va dire pour cet exemple qu'on veut faire ça. Alors cette série, je vais l'appeler Y. Donc dans un premier temps, je vais calculer le coefficient de variation de notre série Y. Donc pour rappel, V de Y,
c'est l'écart type sur la moyenne. Alors ça, je l'ai calculé de mon côté, hein, mais si vous regardez les vidéos précédentes, vous saurez exactement comment faire pour le retrouver. Donc si vous faites ce calcul, vous allez trouver que le coefficient de variation de cette série-là, donc de cette série Y, il vaut 0,076, comme ceci. On peut faire pareil pour le coefficient interquartile, donc CIY, parce qu'on est toujours sur la série Y. Donc ça vaut Q3 moins Q1 divisé par la médiane. On voit encore le petit bout de formule ici. Donc du coup, j'ai aussi fait ces calculs de mon côté, et on va trouver que ce coefficient, il vaut 0,082. Donc là, c'est chouette, on a deux séries, on a leurs coefficients, on va pouvoir les comparer. Alors en pratique, ce qu'on fait, c'est que on calcule soit le coefficient de variation, soit le coefficient interquartile, mais généralement, c'est assez rare qu'on fasse les deux en même temps. Bon là, j'ai fait les deux, comme ça nous permet d'avoir une bonne entrevue. Alors, je vous propose que pour que l'explication soit un peu plus visuelle, qu'au lieu d'avoir nos données comme ça, je les remplace par leur graphique. Alors regardez, Anna, elle, son graphique, c'était celui-ci. Et Axel, son graphique, c'était celui-ci. Alors, on voit pas trop. Hop, comme ceci. Bon, on s'imagine à peu près les données. Donc j'ai eu la flemme de faire avec XLStat si vous avez vu les vidéos précédentes. Mais bon, globalement, cette courbe, elle nous donne quand même une bonne idée. Et là, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que la courbe d'Anna, elle est plus resserrée, elle est plus rapprochée, tandis que la courbe d'Axel, on voit qu'elle est plus hétérogène, en quelque sorte. Et donc, c'est clairement ça, le coefficient de variation et le coefficient interquartile, c'est qu'il mesure l'hétérogénéité de nos valeurs. Et on avait vu, alors je vais essayer de reprendre la méthode, hop, comme ceci. On avait dit quoi? Alors j'ai plus de place, mais on avait dit en gros que plus ce coefficient est grand et plus la série est hétérogène. Alors regardez, lui par exemple, si on compare les coefficients de variation dans un premier temps, donc on va comparer cette valeur et cette valeur. Mais c'est laquelle la valeur la plus grande? C'est celle-ci. Donc ça veut dire que dans cette série-là, les données elles sont plus hétérogènes par rapport à la moyenne, elles sont plus éloignées de la moyenne. La courbe, elle est un peu plus espacée. Tandis que là, la courbe elle est plus resserrée autour de la moyenne, donc les données elles sont moins hétérogènes autour de la moyenne. Et on peut faire la même chose avec le coefficient interquartile au final, mais vous avez compris le concept, je pense. Donc là, on va comparer le coefficient interquartile de la série de Anna par rapport à celle d'Axel. Et là, on remarque encore une fois que le coefficient interquartile d'Anna, il est plus petit. Donc la dispersion des temps de trajet de Anna autour de la médiane, elle est plus homogène. Et c'est ce qu'on voit. Alors la médiane, je ne l'ai pas représentée, mais globalement, elle est vers là, par ici. Donc du coup, on voit bien que les valeurs sont plus homogènes autour de la médiane. Tandis que là, encore une fois, coefficient plus grand, donc les valeurs sont plus hétérogènes autour de la médiane. Voilà, donc j'espère que vous avez tout bien compris. Le seul truc à retenir, c'est principalement cette méthode. Donc si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des autres calculs à propos d'une série. Du coup, à tout de suite.